Lundi, nous sommes bien sûr le 3 août 2020. Bienvenue dans votre émission Covid-19 à vos questions. Ce soir, nous allons devoir aller une fois encore dans les méandres de cette maladie, l'évolution de la maladie à coronavirus. Comme invité, nous avons Dr Asimawe Pana, ancien haut fonctionnaire de l'OMS. À la retraite, c'est bien ça? Absolument. Et comment est-ce que vous passez d'abord ce temps-là? Comme je l'avais dit une fois, nous passons notre temps à pouvoir apporter notre contribution toujours au développement sanitaire du Togo. Et puis à gérer aussi les problèmes de famille et de société. Ok. Nous allons avec vous débattre de ce thème aujourd'hui. L'OMS qui prévoit une épidémie très longue. Au vu bien sûr de ces derniers moments, ce qui se passe à travers le monde entier, surtout en Europe et dans certains pays de l'Afrique. L'OMS estime que la fin de coronavirus n'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. On peut encore peut-être passer jusqu'à 1-2 ans. Oui, Mathieu, je pense que on l'avait dit il y a quelque temps aussi sur ce plateau. Ce petit virus, ce coronavirus, donne un défi effectivement à la communauté scientifique. Il n'a pas fini de relever ces mystères. Comparativement aux autres coronavirus qui étaient connus, qui avaient causé le SARS et le MERS, l'allure que cette pandémie a nous donne effectivement une crainte de sa longévité dans le temps. Et si vous prenez l'exemple de notre pays, le Togo, vous allez remarquer que la courbe épidémiologique ou épidémique de la COVID-19 est en dents de scie. Donc, ce n'est pas une courbe qui a l'allure, disons, normale d'une épidémie ou d'une pandémie, où on constate qu'effectivement, au démarrage, les cas augmentent jusqu'à arriver à un niveau, puis maintenant commence à descendre jusqu'à finir. Cette pandémie, malheureusement, présente cette allure en dents de scie, où on a des pics de haut, des pics de bas. Et quand une épidémie se présente sous cette forme-là, effectivement, elle risque de durer dans le temps. Et quand on se réfère effectivement à l'histoire ici, on s'est rendu compte que la grippe espagnole de 1918 a duré près de deux ans et demi comme ça. Alors, c'est pour ça que l'OMS sonne déjà cette alarme-là, pour que les pays ne soient pas surpris et puissent prendre des dispositions dans ce sens-là. Prendre des dispositions dans ce sens, quand on sait aujourd'hui que tous les pays ont déconfiné et on appelle la population, sinon la population à vaquer plus ou moins librement à leurs différentes occupations. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le pic vraiment, c'est encore devant? Jusqu'à maintenant, la modélisation n'a pas permis de prévoir quand est-ce qu'il y aura un pic. Malheureusement, puisque effectivement les éléments qui rentrent en compte dans la modélisation des épidémies pour savoir quand est-ce que le pic se fera, ces éléments-là ne sont pas encore totalement connus et certifiés, ce qui pose un petit problème par rapport à la prévision des pics. Les gens avaient pensé que bon, après tel plateau, vous voyez le cas des États-Unis, où ils avaient dit, bon, nous avons atteint un plateau, nous avons commencé à avoir une déclinaison, mais patatras, on a vu un regard des cas nouveaux qui sont présentés dans les différents États. C'est la même chose en Chine et en Europe également. Donc, il est très important de sonner l'alarme pour dire, attention, on ne sait pas comment cette maladie va évoluer dans les semaines, dans les mois à venir. Il vaut mieux continuer à pouvoir mettre en œuvre, sinon renforcer les mesures barrières et surtout encourager les pays à
a accentué également la trilogie qui consiste à dépister, isoler et traiter, et qui sont les credos de la lutte contre toute épidémie. Parfait. Nous allons prendre certains pays comme le Brésil. Quand on essaie un peu d'analyser un peu la courbe dans tout son ensemble, on se dit qu'en réalité, on est très loin de finir avec cette maladie-là. En Afrique, on peut prendre l'Afrique du Sud sur le continent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette variation, contrairement à d'autres pays qui ne subissent pas les mêmes sorts en matière de contamination, enfin l'augmentation du taux de contamination? Cette analyse ne peut trouver sa raison qu'autour de la mise en œuvre des mesures barrières. Les pays dont vous avez parlé tout à l'heure, à l'exception de certains, notamment l'Afrique du Sud, si vous regardez les pays de l'Amérique, notamment les États-Unis et ceux de l'Amérique latine, le Brésil, etc., le Mexique et les Philippines, les dirigeants de ces pays n'avaient pas au départ voulu comprendre qu'il s'agissait effectivement d'une réelle maladie. Et les comportements les avaient amenés à tarder dans la mise en place de certaines mesures qui auraient pu peut-être amener à avoir moins de cas que ceux qui connaissent aujourd'hui. Il y a aussi la capacité de diagnostic. Les pays ne peuvent diagnostiquer que selon leur capacité de test. Et malheureusement, dans les épidémies, plus vous allez dépister, plus vous allez avoir des cas, ce qui vous permettra d'isoler les personnes et limiter la propagation. Mais il se fait que face à cette pandémie-là, les capacités même de dépistage sont très limitées, même pour les pays développés. Ce qui explique que dans ces pays avec des grands nombres de populations, lorsque ils ont commencé à augmenter leurs tests, ils ont trouvé beaucoup de nouveaux cas. Voilà. Ils ont trouvé beaucoup de nouveaux cas. C'est peut-être aussi le cas en Afrique, parce qu'aujourd'hui, on dit on ne dépiste pas vraiment comme il le faut. Absolument. Que vraiment les chiffres qui sont avancés, celles-là, ne sont pas des chiffres dignes de confiance, qu'en réalité, la maladie circule beaucoup plus en Afrique que dans d'autres pays dans le monde. Vous confirmez cette thèse-là? Je ne confirme pas, mais je pense que ça peut l'être. Parce que pour confirmer en science, il faut avoir des bases factuelles. Mais cette hypothèse est plausible dans la mesure où nous savons que l'expression de la maladie dans la communauté se traduit par une grande proportion de personnes qui restent asymptomatiques. Alors que jusqu'aujourd'hui, ce que nous dépistons dans nos pays, et dans la plupart des cas aussi dans plusieurs pays, c'est soit les gens qui ont des signes francs qui peuvent suspecter la maladie, soit c'est des gens suspects qui effectivement viennent d'un foyer épidémique et qui ont peut-être des symptômes pas très francs ou des contacts. Donc, vous comprenez qu'il y aurait sûrement un grand lot de personnes qui ne soient pas parmi ces trois catégories de personnes chez qui on n'a pas posé le test diagnostique. Ce qui peut laisser effectivement que ces gens-là, asymptomatiques, puissent effectivement continuer à propager la maladie. C'est là où effectivement le danger se trouve. Ouais, et nous pensons que c'est ce qui a amené justement à dire, attention, tout le monde peut mettre les mesures barrières en œuvre et cela permettrait de limiter la propagation. Est-ce que la maladie n'a pas peut-être d'autres modes de contamination que nous ignorons jusqu'à ce jour, quand on sait que dans plusieurs pays à travers le monde, si nous prenons le cas de la France aujourd'hui, on impose le port du masque systématiquement dans plus de 30 villes déjà, mais les chiffres grimpent au jour le jour. À quoi cela peut être dû? Non, monsieur Mathieu, regardez un peu. Si 100% des gens mettent en application les mesures barrières. Est-ce que c'est possible? Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est un peu délicat. Bon, donc, au même moment, on ne peut pas demander que, on est 0 cas et les gens ne mettent pas en œuvre les mesures barrières. Quand on parle de port de masque, je pense que il y a beaucoup de débats. Il y a des gens qui pensent que non, c'est pas très efficace, etc. C'est faux.
C'est faux. Nous pensons que le port de masque est obligatoire. Et heureusement que chez nous, ici, on l'a rendu obligatoire. Même si, comme vous venez de le dire, les gens n'observent pas cela catégoriquement. Mais il y a la distanciation sociale également où les gens ne respectent pas. En France, on l'a dit, mais au même moment, on voit des attroupements au niveau des plages, au niveau des certains... Mais que vous nous conseillez de vivre avec la maladie? Oui. Si vous voulez justement qu'on fasse en réalité. Oui, tout à fait. Si cette maladie-là était connue dans son expression totale, on aviserait par conséquent. Parce qu'aujourd'hui, c'est une maladie qui n'était pas connue. On ne connaît pas toutes ses facettes. Voilà pourquoi il faut être prudent. Pour certaines maladies qui ont montré leurs facettes, on sait qu'en mettant ceci, telle mesure de barrière, on arrive à bloquer justement l'avancée de la maladie. Mais cette maladie-là n'a pas fini de montrer toutes ses facettes. La preuve, c'est qu'au début, on ne savait pas que les postillons ou les gouttelettes que l'on projetait lorsqu'on parle ou qu'on touche ou qu'on éternue laissaient des fines gouttelettes dans l'air et que ces fines gouttelettes-là contenaient du virus capable d'infecter une personne saine. Voilà, donc au fur et à mesure que nous avançons, la science aussi découvre certaines facettes de cette nouvelle maladie. Elle n'était pas connue avant. Voilà le défi que nous avons par rapport à ce petit virus. Alors, il y a certaines choses qui semblent être un peu ignorées aujourd'hui quand dans la science vous demandez ou bien vous nous demandez d'apprendre à vivre avec la maladie, qu'il faut faire, enfin, tourner un peu l'économie dans tout son ensemble. On ne peut pas rester sans travailler, mais dans le même temps, le virus circule, circule très rapidement à travers le monde entier. On ouvre les aéroports, les frontières à travers le monde entier. Est-ce que l'on va finir à bout à cette maladie un jour à travers le monde entier? Ça peut finir un jour? Nous espérons que ça finira un jour. Je venais de parler de la grippe espagnole qui a duré 2 ans, 3 ans. Alors, nous espérons que... Je suppose que la science en ce moment n'a pas vraiment connu d'évolution en tant que telle, mais aujourd'hui, la science a tellement évolué. Mais malgré ça, on éprouve des difficultés à trouver la solution juste qu'il faut pour sauver des vies humaines. Oui, la science a évolué, mais elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. La science continue, la connaissance de la nature continue. L'homme n'a pas fini de connaître la nature avec toutes ses composantes. C'est là où il y a un défi scientifique. Sinon, si la science était connue en totalité, on aurait fermé les universités. Les chercheurs iraient sur les cocotiers comme Tassan l'a dit dans sa chanson. Je pense que on doit quand même être un peu tolérant par rapport à cette tendance où les gens pensent qu'on tarde à trouver des solutions. On est sur l'homme. Il ne faudrait pas proposer une mesure qui ne soit pas scientifiquement valide et validée, puis maintenant que ça ne puisse pas nuire justement à l'homme dans sa mise en œuvre. Maintenant, revenons sur l'ouverture des aéroports, des frontières, etc. Si vous avez bien vu, dans tous les pays, on n'a pas ouvert les aéroports et puis on dit, venez, où vous pouvez voyager. Il y a des conditions qu'on a mises. Et ce sont ces conditions que les gens doivent pouvoir remplir. Et nous pensons que même avec l'ouverture des aéroports, si les gens mettent en pratique les conditions sanitaires qui y vont avec, nous arriverons quand même à contrôler la maladie. C'est quand, par exemple, les gens vont faire ce qui n'est pas souhaitable ou ce qui n'est pas indiqué, que nous serons en danger avec l'ouverture. Et vous avez vu même que certains pays qui avaient déjà levé certaines mesures barrières, du fait que les gens n'observaient pas d'une façon rigoureuse ces mesures-là, ils sont revenus là-dessus et reconfiner les communautés. Je pense quand même que si chacun de nous respecte tout ce que les autorités, les gouvernements et les autorités sanitaires donnent comme conseil, on arrivera un jour à maîtriser cette pandémie-là. Est-ce que l'on peut être sûr aujourd'hui qu'avec la mise en application de ces mesures barrières-là, on est vraiment totalement à l'abri de cette maladie? Je pense oui.
Pour le moment, oui. Parce que les chiffres grimpent au jour le jour, malgré qu'on observe des gens qui mettent en pratique ces mesures barrières dans plusieurs pays. Si nous prenons par exemple le cas du Togo, s'il faut peut-être apprécier le port du masque, au moins ça va à 70 à 80%. Ça, c'est une estimation. Bon, une étude n'a pas encore été faite pour qu'on montre effectivement la proportion des gens, des Togolais qui portent le masque pour se protéger, la proportion des Togolais qui respectent la distanciation sociale pour se prémunir du contact de ce virus-là. Vous avez vu avec moi dans la rue, au niveau des bars, au niveau même routier, etc. Les gens ne respectent pas scrupuleusement, il faut le dire. Vous avez estimé à 70%, c'est ce que les Anglais disent rofler. Mais il faut qu'on fasse une étude. Et je pense que les idées sont déjà là-dessus. Maintenant qu'on a fait 3-4 mois, on peut valablement faire des études. 3-4 mois, hein, oui. Le 5 ou le 6 mars prochain, le premier cas, enfin le cas NDS, oui, oui. Ça fait 6 mois. Oui, mais quand on a, je crois que c'est le 1er avril qu'on a mis les mesures barrières. Oui, exactement. Donc, c'est à partir de ce moment qu'on peut commencer à pouvoir évaluer. Et moi, je pense que si nous avions 70%, je suis un peu dubitatif par rapport à ce chiffre-là, parce que quand on voit ce qui se passe dans la nature, au début, oui. Mais actuellement, je me demande même si on atteint 60%. Ça, c'est une question. Et c'est pour ça que nous appelons les uns et les autres à vraiment redoubler de vigilance, à ne pas laisser tomber les mesures barrières. Parce que quand on voit ce qui se passe, les soirs, quand on circule, ou bien les jours, quand on voit les gens sont là attroupés, ils n'ont pas de masque, ils ne respectent pas les 1 mètre ou 2 mètres dont on parle. Et ça, c'est le danger. Comme on le dit, on le répète encore, ce n'est écrit sur le front de personne qu'il a le virus, oui ou non. Vous êtes en face de moi, je ne sais pas. Si vous êtes un porteur asymptomatique, je ne peux pas le dire. Vous ne pouvez pas aussi dire si je suis un porteur asymptomatique. C'est pour ça que, comme on le dit, lorsque on ne sait pas qui est en face de nous, à partir du moment où on n'a pas son statut sérologique ou son test PCR, il vaut mieux être prudent. Voilà. Il faut être plutôt prudent face à cette maladie. Mais il y a une question, hein. Depuis bientôt 2 semaines, 3 semaines, les chiffres ont commencé par grimper au Togo. À quoi cela est dû? Dans la foulée, en fin de week-end dernier, on a enregistré encore un décès. Oui. Bon, je pense que lorsqu'il y a une maladie... À l'espace d'une à 2 semaines, on a enregistré juste à 3 décès, je pense. 3 décès. Oui, ça fait 19. On a eu 3. Je pense que pour le moment... C'est quand même beaucoup, hein? Oui, même une personne, c'est malheureux. Mais si on compare par rapport à d'autres pays où on a les taux de létalité, le Togo peut quand même se battre la poitrine pour dire qu'on fait quand même bien. Mais quand vous nous dites que la situation est maîtrisée... Oui. Écoutez, Mathieu, ce qu'on doit retenir, hein, lorsqu'on a une maladie ou une pandémie ou une épidémie, eh bien, plus vous allez détecter les gens, plus vous aurez de nouveaux cas. Et ça, c'est encore mieux. Si le Togo, le système de surveillance, qui est l'un des plus importants et des plus valides et plus efficaces dans la sous-région, je l'ai dit parce que il y a des téléconférences que nous faisons avec les autres pays. Et les autres pays s'inspirent actuellement du système de surveillance et de dépistage du Togo. Ça, il faut... Système de surveillance, comment? Oui, c'est-à-dire que dans la communauté, oui, lorsqu'il y a quelqu'un qui arrive et qu'il présente des signes qui puissent laisser à penser au à la COVID-19, il est tout de suite détecté et référé vers les centres de santé. Mieux, les voyageurs chez qui on détecte le virus, l'organisation au niveau de la base, au niveau de la communauté au Togo, permet de pouvoir rapidement connaître ceux qui sont venus,
en dehors de la communauté et rapidement de les prendre en charge et de les envoyer pour des tests. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans une communauté, même éloignée, nous avons ce que nous appelons les agents de santé communautaire qui ont été formés, qui ont été briefés et qui sont outillés de toutes les stratégies pour pouvoir suivre les voyageurs qui arrivent au sein de leur comité et de les envoyer justement pour les tests. C'est ce qui explique que les foyers qu'on a vus ces derniers temps-là, on a pu rapidement les cerner et voir ceux qui étaient positifs là-dedans. Ça, c'est très important et très bon parce que c'est dangereux si il y a une maladie qui couvre dans une communauté et qu'on n'arrive pas à déceler qu'il y a des malades. Là, elle va décimer beaucoup de gens. On a découvert dans certaines régions du pays des gens contaminés en nombre. Je veux parler bien sûr de la localité de Soudou. Et dans la foulée aussi des sociétés dans lesquelles on retrouve encore des contaminés. Est-ce à dire que le respect des gestes barrières n'est pas vraiment mis en application ou le virus est passé autrement par là? Non, mais c'est clair. À Soudou, le cas de Soudou, c'est un élève qui est en classe de terminale, je crois, qui habite au Bénin et qui vient fréquenter au lycée de Soudou. Vous voyez, non? Donc, l'élève a été contaminé sûrement là-bas. Et il est venu à Soudou où il a contaminé ses collègues dans la classe, etc. etc. Et actuellement, je pense que rapidement, quand l'élève a été dépisté positif, toutes les mesures ont été prises rapidement pour pouvoir faire les dépistages dans la communauté, au sein du lycée. On a arrêté les cours dans cet établissement pour le moment, isolé tous ceux qui étaient positifs et les dépistages continuent au niveau de la communauté. Au niveau de cette usine et de ce terminal, le terminal de Lomé, c'est également des cas index qui sont venus et qui étaient en contact avec certains qu'on n'a pas pu voir. Et maintenant, quand on a pu les déceler, on a été au sein de l'usine, on a testé les gens et tous ceux qui étaient positifs, on les a isolés et on a fermé la structure en attendant les 14 jours pour voir l'évolution. Alors, justement, au niveau des frontières, au vu de tout ce qui se passe, est-ce que cela ne vient pas lancer le débat sur l'éternel problème du contrôle qui se fait à tous les checkpoints à l'entrée de chaque pays, que ce soit dans le Togo ou dans le Bénin, dans le Togo, dans le Ghana, au nord du pays, entre le Togo et le Burkina? Bien, je pense qu'il y a un travail... Après la réouverture de l'aéroport, c'est bientôt les frontières terrestres, forcément. Je pense que ça aussi, il faut féliciter la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, parce que les présidents ont pris la mesure et ont fait plusieurs fois des réunions synchronisées par visioconférence pour pouvoir décider des stratégies harmonisées dans ce sens des ouvertures des frontières. Parce que quand on parle de voyage, on peut aller dans tous les centres. Je peux aller au Bénin aujourd'hui, demain je suis au Burkina, ainsi de suite. Donc si des mesures sont appliquées au Togo, au Bénin, au Burkina, ou au Ghana, ou bien au Niger, ou bien au Sénégal, ce n'est pas appliqué. Vous comprenez avec moi que là, ceux qui l'appliquent là sont en danger puisque les autres vont venir et n'ont pas suivi la même rigueur de stratégie, de mise en place et de précaution. Donc nous pensons que ces stratégies harmonisées des mesures barrières et des conditions de voyage dans l'espace CEDEAO est à saluer. Et je vous assure que les autres s'en inspirent actuellement. Les autres pays de l'espace CEDEAO? Non, les autres pays du continent africain. Du continent africain. Oui, oui. Pas ceux qui sont de l'espace CEDEAO. Ouais. Alors, si aujourd'hui il est clair qu'il faut bien faire fonctionner l'économie, on ne peut pas rester cloué sur place, il faut aller, il faut travailler tout en respectant les gestes barrières. C'est ça le défi. On ne pouvait pas rester aussi éternellement. On
en bloquant certaines activités, en contraignant encore certaines libertés. C'est le défi majeur, ça. Comment concilier, justement, les contraintes de liberté individuelle et de déplacement et les risques de contamination, de propagation de ce petit virus-là. C'est ça. Donc, il fallait effectivement, à un moment donné, au moins lever quelques mesures barrières, ne serait-ce que pour donner un souffle aux économies qui, il faut le dire, dans tout le monde entier, ont impacté vraiment les pays en termes d'impact économique, en termes d'impact sociaux. Donc, on ne pouvait pas rester éternellement dans ces conditions-là. Nous espérons, comme je l'ai dit tantôt, que l'ouverture des frontières, l'ouverture des espaces économiques ne va pas nous amener quand même à laisser tomber les mesures barrières. C'est pour ça que chaque fois que les autorités ou le gouverneur ou les autorités sanitaires décident de lever un peu le pied sur l'accélérateur des mesures barrières, on met des conditionnalités. Malheureusement, ces conditionnalités ne sont pas mises en œuvre intégralement. On l'a vu aussi, c'est pas au Togo seulement, hein. Dans tout le monde entier, on observe ça. Il y a même, on voit des dirigeants qui sortent et puis embrasser la foule sans même les mesures barrières. Alors, en Amérique latine, on a vu. Hein. Avec Bolsonaro, Jair. Aujourd'hui, il y a un constat dans nos villes, que ce soit au Togo, au Bénin, au Niger, enfin, je veux parler des pays qui nous entourent aussi, que la joie de vivre, sortir un peu les soirs, les week-ends, devient vraiment un autre point qu'on doit essayer quand même de contrôler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens-là, quand on sait que les soirs, comme ça, après le boulot, les gens ont envie de se déstresser un peu, professionnellement parlant, en sortant, prendre un peu un pot à côté. Est-ce qu'il y a un travail qui se fait dans ce sens? Parce que vous l'avez eu à souligner dans votre développement précédent que les bars et autres, quand on voit ce qui se passe, ça laisse beaucoup à désirer. C'est un comportement humain. Je crois que l'autorité a fait sa part. L'autorité a fait sa part dans la mesure où l'autorité a donné l'information. L'autorité a donné les conditions dans lesquelles on doit continuer d'exercer nos libertés individuelles et collectives. OK? Mais maintenant, il revient à chacun de nous de savoir comment il faut exercer cette liberté individuelle et collective. Si moi je sais que je vais dans un bar pour boire, évidemment je ne vais pas boire avec mon cache-nez sur la bouche et le nez. Non, même avec les verres aussi. Voilà, avec les verres et tout ça. C'est plus vraiment ça. Voilà. Si moi, est-ce qu'il faudrait qu'un jour on demande à un barman de demander le test de coronavirus avant que les gens entrent dans son bar ou dans un restaurant? Je ne pense pas qu'on peut arriver à ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est que les responsables de ces établissements, de ces structures-là, doivent faire l'effort de faire respecter les conditions dans lesquelles l'autorité les a permis de reprendre les activités économiques. Nous parlons des magasins, nous parlons des bars et tout ça. Il revient aux détenteurs, aux propriétaires de ces différents lieux-là de pouvoir aider à pouvoir contrôler justement ces mesures que le gouvernement a édictées pour le bien de nous tous. Je ne pense pas que l'État ait les moyens et puis de mettre derrière chaque Togolais un policier, un gendarme pour voir s'il va dans le bar, s'il va dans le magasin, est-ce qu'il respecte cela. Non. Je pense que les gens qui sont responsables de cet établissement-là doivent relayer les exigences et les conditions mises en place par le gouvernement pour le bien de nous tous. Alors, une épidémie qui peut-être, selon l'OMS, a encore du temps à faire avant peut-être de finir un beau matin ou un beau soir. Aujourd'hui, on parle aussi du secteur de l'artisanat dans tout son ensemble. Les apprentis dans les ateliers, si nous prenons par exemple les coiffures, par exemple, au niveau de nos coiffeurs, coiffeuses, mécaniciens
couturiers ou couturières. Il se passe beaucoup de choses. Hein? Absolument. Absolument. Je pense que dans ces lieux que vous venez de citer, encore une fois, il revient aux responsables de ces garages, de ces ateliers-là, de faire en sorte que le minimum de respect de ces mesures barrières soit observé. J'ai vu dans certains ateliers où le maître coiffeur avait 18 apprentis et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un roulement avec, pour pratiquer la distanciation sociale. Donc, au lieu que les 18 viennent, il met 9 qui viennent et ils restent à distance bien convenable avec leur masque. Ils travaillent, ils partent et 9 autres viennent. C'est pour ça que je disais qu'il est important que chaque responsable de ces structures-là puisse comprendre les conditions dans lesquelles il doit continuer son travail avec les ressources humaines qui sont à son alentour et autour de lui. Coronavirus, on en parle au jour le jour, mais bien avant coronavirus, on a d'autres pathologies. Hein. Je veux nommer le VIH-Sida, le paludisme, tuberculose et bien d'autres. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Non, je pense que vous avez vu, on avait déjà parlé de ça. On n'a pas laissé de consulter les malades de ces pathologies-là. Actuellement, par exemple, c'est la saison où nous avons le nombre de nouveaux cas de paludisme qui augmente parce que chez nous, c'est la saison pluvieuse, etc. Et le programme national de lutte contre le paludisme est à pied d'œuvre. Ils sont tout le temps sur le terrain en train de pouvoir distribuer les moustiquaires, en train de renforcer la sensibilisation, la communication avec les communautés et en train de s'assurer que les tests diagnostiques rapides pour le paludisme, etc., sont observés et que les médicaments contre le paludisme sont bien là au stock suffisant. Bon, pour le VIH, c'est pareil. Mais il est important d'avoir en idée que, effectivement, pour le moment, nous ne sommes pas confrontés à la prise en charge de ces affections courantes qui étaient là avant la COVID-19. Mais il est tout à fait évident que si on ne suit pas de très près, nous risquons d'arriver à un moment où on a des ruptures du fait que, au niveau international, les firmes qui fabriquaient ces médicaments, les firmes qui fabriquaient ces vaccins, tournent au ralenti du fait du coronavirus. Donc, cette réflexion-là est faite depuis, et je pense que les autorités sanitaires ont déjà pris les dispositions pour s'assurer que les maladies courantes ne souffrent pas quand même de la prise en charge en ce qui concerne la disponibilité des intrants et des médicaments. Parfait. Les conditions de voyage au Togo, les choses ont tellement évolué. Hein? Oui. Bien sûr, je pense que le gouvernement a publié les conditions dans lesquelles on peut partir du Togo vers un pays tiers ou bien venir d'un pays tiers vers le Togo. Et toutes ces conditions ont été mises sur les réseaux sociaux à travers un site où on peut télécharger et puis renseigner avant de pouvoir partir pour son voyage. Je pense que c'est déjà une prouesse pour notre pays, à l'instar des autres. Il me semble que ça a commencé seulement samedi. Nous allons voir d'ici 2-3 semaines comment tout ce mécanisme, ce processus qui a été proposé pour les voyageurs marche. Et naturellement, dès le démarrage, il doit y avoir des petits trucs à régler en matière de tout ce qu'on a mis comme itinéraire et comme outil dans ce sens-là. Alors, qu'en est-il justement de la prise en charge qui a entre-temps fait débat selon l'information selon laquelle on ne sera plus traité gratuitement si on a contracté la maladie à coronavirus? Non, je pense qu'effectivement, il y a eu un temps où on a parlé de 500 000 ou quelque chose comme ça. Le gouvernement a tout dernièrement publié les conditions dans lesquelles on voyage. Ce qui est sûr, c'est que on a proposé
40 000 francs pour le test. Le test. Et je dois dire que c'est un montant modeste, hein, parce que si on prend tout ce qui rentre en compte dans le cadre du dépistage, c'est autour de 70-80 000. Si on fait la somme de tous les entrants. Alors, je sais que, quelque part, les gens vont se plaindre, mais je pense qu'il faudrait qu'ils comprennent que c'est une contribution que l'État demande, à l'instar des autres pays. Nous ne sommes pas les seuls. Maintenant, en ce qui concerne l'isolement et la prise en charge, je ne pense pas que jusqu'alors, on a demandé à quelqu'un de payer sa prise en charge quand il est hospitalisé. Pour le moment. Oui. Parfait. Vous avez quand même une commission, une cellule sous le contrôle du professeur Doji Kokoroko. Je veux parler de l'université de Lomé qui se penche sur certains produits devant peut-être faire le miracle en matière, bien sûr, de traitement de cette maladie à coronavirus. Où est-ce que vous en êtes? Malheureusement, je ne fais pas partie de ce comité. Mais vous avez quand même eu de la nouvelle quand même. Pas pour le moment. Je sais qu'ils avaient déjà apparu sur les médias pour annoncer certaines recherches qui sont en cours. Oui. Pour le moment, je ne peux pas savoir où est-ce qu'ils en sont. Peut-être qu'un des membres pourra vous donner plus d'informations là-dessus. Parfait. Les vaccins, ça va encore prendre du temps. Oui, les vaccins, il faut dire que l'élaboration d'un vaccin prend du temps. En moyenne, entre 9 et 14 ans. Hein, parce qu'il y a 4 phases dans le processus d'élaboration ou de développement d'un vaccin. Et ces phases-là sont scrupuleusement respectées. Et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, il y a certaines phases que certains chercheurs fusionnent pour aller vite. Mais c'est ce qui d'ailleurs amène certains à être un peu réservés quant à ce qui concerne l'efficacité ou bien l'innocuité de ces vaccins-là. Je peux les rassurer que toutes les mesures au niveau international garanties par l'Organisation mondiale de la santé peuvent normalement nous permettre de dire que un vaccin, s'il est aujourd'hui apparu qu'il est valide, il va subir tous les tests avant qu'on le mette dans la population. Alors, quand on est en crise sanitaire, il faut respecter toutes les étapes. Crise sanitaire, l'urgence est là, il faut aller beaucoup plus vite. Oui, c'est pour ça que... Que prévoient vos tests concrètement? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça prend 9 à 14 ans. Est-ce que nous allons attendre 9 ans pour qu'on puisse avoir le vaccin? Je ne pense pas. On risque de finir sur le... Voilà. Donc c'est pour ça que le temps qui est normalement pris pour certaines phases est raccourci vu l'urgence de la question. Alors, donc, il y a aujourd'hui au moins 4 à 6 vaccins qui sont au niveau de la phase 3. La phase 3, ça veut dire que le vaccin a été testé d'abord chez les animaux, ensuite chez un petit groupe, puis maintenant dans un grand groupe qui comporte 100 à des milliers de personnes. Et on est en train de tester son innocuité, son efficacité, le niveau de son immunogénicité, c'est-à-dire la façon dont il peut susciter la fabrication des anticorps. Et maintenant, on est aussi en train de voir dans quelle mesure il peut être fabriqué à grande échelle pour être utilisé dans le monde. Dans toutes ces questions, il y a des gens, au lieu de le faire peut-être en une semaine, ils ne dorment pas, ils sont en train de pouvoir passer ces phases-là afin qu'on puisse avoir le plus tôt possible le vaccin. Avoir le plus tôt possible le vaccin. Aujourd'hui, si on nous dit le vaccin est disponible, est-ce qu'on a les moyens suffisants qu'il faut? C'est une question, c'est un débat, surtout le continent africain. Mais je voudrais... Quelqu'un dit l'urgence est ailleurs. C'est-à-dire donner la priorité aux pays les plus contaminés, peut-être, qui ont enregistré beaucoup de morts. Non, logiquement, Mathieu, la solidarité humaine l'exige, non? Lorsque il y a un problème et que certaines communautés sont plus frappées que les autres, il est tout à fait normal
qu'on s'occupe d'eux pour limiter les dégâts que ceux qui n'ont pas aussi le niveau. Si nous prenons par exemple l'exemple de la communauté européenne qui s'est réunie tout dernièrement pour penser déjà à relever leur économie, les pays qui sont durement frappés par le coronavirus recevront plus de l'aide que ceux qui le sont moins. Je crois que c'est tout à fait une justice humaine, normalement, qu'on devrait consentir. Alors, maintenant, en ce qui concerne notre continent, souvent on entend dire, ah ben pourquoi le vaccin, il ne faut pas que ça vienne chez nous, on ne va pas nous prendre pour des cobayes. Non, je pense qu'il faut quand même être un peu tolérant par rapport à ce processus. Je rappelle que les tests cliniques sur des vaccins, jusqu'à maintenant, l'Afrique n'a contribué à ces tests que pour 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il y a un candidat vaccin qui arrive à la phase 3 et qu'on veut faire les tests sur les humains, eh bien, l'Afrique, jusqu'à présent, c'est statistiquement montré qu'on participe pour 2%. Le pays qui donne le plus de gens, où les gens sont volontaires pour se faire tester, c'est les États-Unis. Voilà. Donc, en Afrique, jusqu'à maintenant, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a accepté, où les gens ont accepté volontairement. Et ça, je veux le dire, les tests cliniques ne sont jamais obligatoires. C'est des volontaires qui s'y prêtent pour les tests cliniques. Donc, il n'y a pas débat là-demain. Si on dit qu'on veut faire les tests cliniques et que, bon, aucun Togolais ne se présente pour être candidat, on ne va pas dire pourquoi il n'y a pas eu un Togolais. Il y aura d'autres pays qui vont le faire, puisque le corps humain est semblable partout. On va devoir jeter un coup d'œil sur les chiffres publiés au Togo à la date, bien sûr, du 2 août 2020. Le 2 août 2020 au Togo, la situation se présente comme suit. Nous avons 282 cas actifs, 660 cas guéris, 19 décès, 961 cas confirmés au total, 43 344 nombre total de tests effectués sur toute l'étendue du territoire national, 5,57 tests pour 1000 habitants et 2,37 cas pour 100 000 habitants ces 14 derniers jours. Voilà un peu le visage que présente le Togo en matière, bien sûr, de cette lutte contre la maladie coronavirus à la date, bien sûr, du 2 août 2020, c'est-à-dire hier. Oui. C'est ce que je dis, ça va, hein? Visuellement, ça va. Oui, bien sûr. Bon, on sait que depuis 2 semaines, il y a eu encore quelques nouveaux cas qui sont augmentés ici et là, dû au nouveau foyer qu'on a vu, que vous avez rappelé tout à l'heure, Soudou, CHR, Sokodé, Akebou, et puis quelques industries ici à Lomé. Et puis à Tapamé, dans un centre religieux. Voilà ce qui explique les nouveaux cas qui sont apparus. Et si on regarde la provenance, souvent, c'est des voyageurs aussi qui sont venus et qui ont disséminé la maladie, qui ont amené des gens à contracter ce virus-là. C'est pour ça que nous disons qu'il est important que les gens se protègent en mettant en œuvre les mesures barrières. Parce que quelqu'un qui vient, il est votre parent, vous ne savez pas s'il est positif ou non, vous commencez à avoir des activités très proches, etc. Vous prenez les risques. Donc il faut... Je crois aussi que ça ne doit pas nous alarmer. Plutôt, comme je l'ai dit il y a quelques instants, cela montre que notre système de détection des cas marche. Et ce qui serait grave, ce serait qu'on ne puisse pas détecter les cas positifs au sein de la population pour les isoler et les traiter. Parfait. Docteur, c'est déjà la fin de l'émission. On va conclure. Bon, moi, je continue de dire ceci. Nous ne pouvons vaincre cette pandémie que par l'observation des mesures barrières. On en a parlé, on le répète, c'est se laver régulièrement les mains, tout ça dans le pli du coude ou bien dans un mouchoir et les jeter, avoir
au moins 1,50 m, 2 mètres de distanciation avec celui avec lequel on veut interlocuter. Et il faut aussi avoir le port de masque systématiquement quand on veut aller dans le public. Et il faut aussi éviter les attroupements parce qu'on ne sait jamais, surtout quand on est dans un milieu confiné, il faut éviter, il faut porter le masque dans ce cas-là. Maintenant, les gens pensent que si on dit de porter le masque, quand tu es à la maison, tu es seul ou bien seul dans ta voiture, tu n'es pas obligé de porter le masque. Donc, c'est ces mesures que nous voulons rappeler et rassurer les gens que les autorités, principalement les autorités sanitaires, suivent de très près l'évolution de ces maladies-là. Et nous appelons les uns et les autres à mettre en œuvre les mesures barrières afin que dans les semaines et dans les mois à venir, nous puissions dire ouf. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Assimawek Pana. Je rappelle bien sûr que vous êtes un ancien haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de la santé. Merci pour vos explications, vos apports. C'est avec plaisir toujours. Ça nous fait plaisir de vous avoir de temps en temps sur ce plateau. Ça avec plaisir. Avoir les mots justes qu'il faut. Messieurs, mesdames, prenez grand soin de vous, surtout les gestes barrières en ce temps, bien sûr, de crise sanitaire à travers le monde entier. Très bonne suite de nos programmes à vous tous. Derrière nous, c'est l'information.